Bonjour Alexis Levrier, Bonjour Pierre. merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien de la presse et des médias. Vous avez publié Le contact et la distance aux éditions Les Petits Matins et l'édition du CELSA aussi. On va faire un petit tour d'actualité sur le monde impitoyable des médias. Mais d'abord, c'est quoi le regard d'Alexis Levrier aujourd'hui? Le regard d'Alexis Lévrier, c'est celui d'un universitaire, comme vous le rappeliez, historien de la presse. Alors on est nombreux à faire de l'histoire de la presse. Ma petite spécificité, c'est que je travaille sur le temps long. J'ai commencé à travailler plutôt sur le XVIIe, XVIIIe siècle et j'ai élargi le champ de mes recherches assez récemment. Donc je travaille sur 4 siècles d'histoire de la presse. C'est ça mon regard un petit peu singulier. Alors mardi, Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, a fait l'objet d'une motion de défiance à son égard, votée très majoritairement par les journalistes. Qu'est-ce qui se joue en ce moment à France Télévisions? Il y a une question très importante pour l'indépendance de la presse. Après, il y a des raisons qui sont internes à France Télé, qui a des problèmes de gestion depuis longtemps, une rédaction qui est vieillissante et la personnalité très clivante de sa présidente. Parce qu'elle vient pas du milieu de la presse, justement, elle vient pas de Non, l'audiovisuel? elle venait de France Télécom et qu'elle dirigeait à l'époque où il y avait toutes ces vagues de suicides. Donc c'était quelqu'un qui avait une gestion très brutale là-bas, qu'elle reproduit un petit peu à France Télé. Donc ça, c'est spécifique pour France Télé. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que moi, je la comprends un petit peu. Elle est face à des pressions internes au sein de sa rédaction, mais aussi à des pressions externes très fortes, avec des propos très durs, très brutaux du chef de l'État lui-même à l'égard de l'audiovisuel public, qui a présenté ça comme la honte. Alors, honte de la République, selon certaines sources, ou honte tout simplement du point de vue de sa gestion, selon d'autres sources. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une volonté de reprise en main et de tutelle exercée sur l'audiovisuel public. La Et tutelle qui serait le ministère de la Culture, en l'occurrence, l'État. oui, l'État, je crois qu'Emmanuel Macron lui-même, un petit peu comme Nicolas Sarkozy à une époque, se rêve un peu comme directeur des programmes. Et on est en droit de considérer que ce n'est pas le rôle d'un président. Qu'est-ce qui peut se passer dans les semaines à venir? Elle peut être contrainte à la démission, justement? C'est possible, mais elle a déjà essuyé pas mal de frondes. Alors, elle s'en était sortie la fois précédente au moment de l'éviction de David Pujadas avec Michel Field, qui avait dû démissionner et elle avait évité le vote d'une motion de défiance à ce moment-là. Je crois que tout dépendra en fait non pas des rédactions, mais plutôt de l'attitude du pouvoir politique lui-même. Pour l'instant, elle avait plutôt opposé au pouvoir politique, à Emmanuel Macron, la défense de son entreprise. Est-ce qu'elle va continuer? Est-ce qu'elle va céder? Elle doit essayer de concilier des contraintes qui sont un petit peu inconciliables. Est-ce que le problème de France Télévisions, c'est pas aussi un problème de contenu? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de lisibilité sur les contenus? Est-ce que c'est pas aussi la faiblesse de Delphine Ernotte, qui n'était pas de l'audiovisuel? Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là? Parce que on voit qu'elle est là dans la gestion pure en fait, d'une administration qui n'est pas qu'une administration, qui est un média. Alors, il y a un projet de reprise en main, et là encore, Nicolas Sarkozy l'avait déjà, il employait déjà l'expression BBC à la française, que Emmanuel Macron a reprise avec cette volonté de rapprocher en fait non seulement France Télé, mais Radio France, tout l'audiovisuel public, France Monde, également France Média Monde, France Média avec, Monde, voilà, l'INA. voilà, et l'INA également. Donc ce serait ces 4 institutions qu'il s'agirait de rapprocher. Et là, il y a une certaine logique à le faire. Donc ce qui relève de la logique et de la convergence France TV Info, même si, Revenir à un ORTF à l'ancienne, non. ça va dans le bon sens? Alors tout ça, s'il s'agit, dans sa campagne, Emmanuel Macron disait à la fois qu'il fallait de la gestion cohérente et en même temps assurer la liberté de l'audiovisuel public. Le problème, comme vous le rappelez, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on réunit tout ça, où c'est le pouvoir politique qui se charge de cette réunion, le risque, mais on l'a vu, il ne veut plus que ce soit le CSA qui nomme les patrons de l'audiovisuel public, mais il ne veut pas faire, comme Nicolas Sarkozy l'avait fait, une tutelle directe du pouvoir exécutif, mais que ce soit les conseils d'administration. Donc il prétend, on va voir, il faudra le juger sur les actes, vouloir ne pas interférer avec la direction elle-même de ces programmes. Mais c'est vrai que le risque, la suspicion existe à partir du moment où c'est le pouvoir politique qui se charge d'impulser de telles réformes et qui le fait en plus avec un discours très brutal. Dans votre livre Le contact et la distance, vous analysez le risque de la connivence politique dans le journalisme. Qu'est-ce qui est préférable? Un journalisme qui fait de la politique et qui se cache derrière le principe de neutralité, ou au contraire un journaliste qui fait son métier en assumant d'où il parle? Alors votre question traduit Elle n'est votre pas biaisée engagement, du tout. pas biaisé du tout. Moi je pense qu'il y a 2 journalistes qui sont tout à fait respectables et qu'il faut bien différencier depuis l'avènement de la presse. Il y a un journalisme d'opinion qui est celui que vous pratiquez à Regard et qui est éminemment respectable. Un journalisme de commentaires qui a toujours été, contrairement à ce qu'on croit, le plus valorisé en France. Et c'est le journalisme des éditorialistes. Il s'agit de rester derrière son bureau et de dire ce qu'on pense. C'est pas le plus médiatique aujourd'hui.
C'est pas le plus médiatique, mais regardez les éditorialistes à la radio, etc. Ils sont toujours là à estimer qu'ils ont un discours à tenir et à imposer à la population. Et il y a un journalisme d'investigation. Alors, c'est pour ça que le terme de subjectivité honnête, on parlera sans doute du média, mais qui est en fait une expression de Beuve-Méry, montre bien on ne peut jamais avoir une impartialité parfaite. Ça, il faut le savoir, et je comprends ce que dit Thomas Guénolé notamment, qu'on ne peut pas bannir la subjectivité, c'est impossible. Mais il y a un journalisme qui prétend aller vers l'impartialité, mettre de côté tout ce qui est du côté des opinions personnelles. Et c'est pour ça que ce journalisme, il descend dans la rue, il part à la recherche des faits, il enquête. C'est une logique qui est complètement différente de celle du journalisme d'opinion. Et il faut défendre les deux. Simplement, il faut savoir à quoi on a affaire. À regard, on sait très bien qu'on a du journalisme d'opinion, ce qui ne veut pas dire que vous allez nier la vérité des faits, mais votre point de vue est situé. Un journaliste qui enquête, il doit essayer de mettre de côté ce qu'il pense. Quelle impartialité parle-t-on quand on voit qu'aujourd'hui l'immense majorité des médias est détenue par 10 milliardaires? Alors, moi, c'est là encore une des différences que j'ai avec le média, on ne va pas dire des insoumis, mais qui est né dans ce milieu-là. Le fait d'avoir moi, je préférerais que tous les médias soient libres et indépendants sur votre modèle, sur le modèle de Mediapart, d'Arrêt sur Image, bien sûr. Qui est ni tutelle ni économique ni politique. Mais c'est très difficile et ce qui est sûr, et vous intervenez vous-même de temps en temps dans ces groupes-là, et vous savez qu'on peut avoir une parole libre, en tout cas pas trop contrainte, y compris lorsqu'on parle chez Drahi ou chez Bolloré. Donc je ne crois pas que tous les journalistes qui appartiennent à ces grands groupes écrivent sous la dictée ou avec une oreillette dans laquelle l'actionnaire principal leur souffle ce qu'ils doivent dire. Il y a des espaces de liberté, même quand on est dans un groupe qui appartient à un grand actionnaire. Alors quand même, suite à l'émission politique avec Léa Salamé et Jean-Luc Mélenchon, il a lancé une pétition pour un conseil de déontologie du journalisme. La pétition recueille quasiment 150 000 pétitionnaires, donc ça prend, je veux dire, ça a du sens visiblement, ça va dans le bon sens, cette demande d'un espace déontologique où les citoyens pourraient demander des comptes aux journalistes. Il y a une légitimité à faire cette demande pour certains points. Alors, je n'aimais pas la formulation initiale sur son billet de blog. Il parlait de tribunal. Il y avait ce côté très clivant et brutal que peut avoir Jean-Luc Mélenchon à l'égard de la presse. Le conseil de déontologie, le terme est le même que ce qui existe en Belgique. Pourquoi pas? Moi, je suis plutôt favorable, notamment parce que la question que pose Jean-Luc Mélenchon, c'est la question de l'honnêteté et surtout de la véracité de l'information. Et moi, l'émission politique ne m'a pas choqué. Ils ont le droit de choisir leur chroniqueur. Par contre, une semaine avant, il y avait eu un reportage qui était vraiment biaisé, où on avait coupé un discours de Jean-Luc Mélenchon pour lui faire dire tout à fait autre chose que Jean-Luc Mélenchon disait. On était là face à un cas de fake news évident. Donc, il y a un conseil qui puisse gérer ça, qui puisse intervenir et censurer. Ce qui m'ennuie, c'est que dans le billet de blog de Jean-Luc Mélenchon, et la pétition n'est pas très claire, il y a l'idée de sanction et donc de punition. Il s'agirait de faire peur aux journalistes, de les dompter quelque part. Et je crois... C'est la mission du CSA aujourd'hui? En plus, voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Le conseil de déontologie qui existe en Belgique et dans d'autres pays... Non, ce que je voulais, c'est que la sanction existe déjà et c'est le CSA qui est en charge de cette sanction. Voilà, mais ce sont souvent des sanctions symboliques, ce sont des sanctions qui restent relatives, disons, et je crois qu'il ne faut pas... Il ne faut pas justement transformer ça en tribunal des médias. Après, le CSA lui-même a cette fonction, théoriquement. Donc on n'a pas besoin de conseil de déontologie si le CSA joue son rôle. Le problème, c'est qu'il ne le joue pas très bien, qu'il y a une opacité dans la nomination de ses membres. Donc moi, ce que je crois, c'est qu'il vaudrait mieux réformer le CSA, et notamment la façon dont on nomme les membres, et mettre fin à cette opacité, que ce soit plus transparent, que comme en Belgique, ce soit aussi des membres de la société civile, de simples citoyens qui soient là et finalement qui représentent davantage la population et les critiques légitimes qu'on peut faire à l'égard de la presse. Avec des pouvoirs étendus au numérique, justement? Bien sûr, c'est une question qui se pose depuis longtemps. Le numérique ne doit pas être un espace de non-droit et on sait qu'il y a des dérives qui sont encore plus fortes là que dans les médias audiovisuels, donc bien sûr. Alors vous l'évoquiez, un nouveau média va compléter le paysage au mois de janvier, c'est le média, hein, le fameux Le Média. Il peut rivaliser avec les grands selon vous? Je pense que c'est possible. Moi, je suis très favorable à la création de nouveaux médias, à cette diversité de l'opinion. En plus, je trouve que la rédaction du média reflète ce qu'avait dit Aude Rossigneux, c'est-à-dire que c'est une rédaction pluraliste, ouverte, rajeunie. Donc moi, ça me paraît très sain. Ce qui m'ennuie, et depuis le départ, c'est la même chose, c'est qu'il y a d'un côté Aude Rossigneux qui dit que ça sera un média pluraliste et qui ne sera pas adossé aux insoumis, et de l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon, tous les compagnons de route des Insoumis qui sont là. Il y avait Gérard Miller lors de la soirée de lancement. Pas que, on voit bien qu'il y a
Il y a un certain nombre d'autres personnalités politiques qui ont signé d'ailleurs l'appel, je pense à Arnaud Montebourg, Aurélie Filippetti, Noël Mamère, qui ne sont pas des insoumis. Oui, mais enfin qu'ils sont dans la gauche militante, il y a des passerelles entre Génération de Benoît Hamon et les Insoumis, donc quel sera leur rôle? Moi, si c'est, je souhaite qu'ils fassent la preuve de leur indépendance, c'est leur, et moi je pense qu'il faudra les juger sur pièce, c'est ce que demande Aude Rossigneux depuis le départ. Ayons ce respect finalement de ce média qui est en train de se créer, c'est une promesse, j'espère qu'elle sera tenue, je leur souhaite bonne chance. Alors un média se crée, un autre disparaît. Hier, on a appris que le Lab d'Europe 1 allait disparaître. Des raisons politiques, des raisons économiques? Alors, je pense que pour l'instant, il y a un problème de modèle économique pour la presse sur Internet, et c'est vraiment dommage dans le cas du Lab, qui était vraiment un site très innovant, avec souvent un esprit un peu décalé, et puis qui unifiait toutes les ressources, notamment les vidéos, les commentaires, et c'était, je trouve, très, très pionnier comme site, mais souvent les pionniers ne sont pas suivis, ils ont souvent un héritage à plus long terme. Je pense que ça risque d'être le cas pour le Lab, qui a peut-être eu raison trop tôt du point de vue, mais il y a cette question quand même du modèle économique. On voit bien que la presse sur Internet, lorsqu'elle n'est pas payante, a du mal à exister. Une dernière question, et c'est la députée européenne Marie-Christine Verjat qui vous la pose. Elle vous demande ce que vous pensez de la liberté de la presse en France, en Europe et dans le monde. C'est un peu difficile d'y répondre très rapidement, mais j'ai regardé le classement de RSF. La France se situe au 39e rang mondial derrière le Suriname, la Namibie ou même la République tchèque. Alors c'est une question très délicate et très vaste. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en fait dans mon livre, j'ai essayé de montrer que moi, à l'origine, j'ai travaillé sur la confrontation entre la tradition anglaise de la presse et la tradition française. Et moi, ma thèse, c'est qu'il y a une différence entre un journalisme de tradition anglaise qui a conquis très tôt son autonomie à l'égard de l'État et une presse française qui, depuis les origines, est placée sous la botte de l'État. Évidemment qu'on a, notamment grâce à la loi de 1881, trouvé une indépendance, en tout cas dans les textes, mais dans les faits, dans la tête des gens, dans la manière dont l'audiovisuel public, encore on le voit, est géré. Je pense qu'il y a un risque en France qui est plus supérieur aux autres pays du point de vue, parce qu'on a cette tradition-là et qu'on voit qu'il y a toujours cette tentation du pouvoir politique de régenter la presse, d'exercer une tutelle sur elle. Et je le disais tout à l'heure, des présidents de la République qui se transforment en directeurs des programmes, ça n'est évidemment pas acceptable. Merci beaucoup Alexis Lévrier. Demain, Pablo Pio-Vivien recevra Danielle Tartakovsky. Elle est historienne et ancienne présidente de l'université Paris 8. Elle vient de publier un livre sur l'université au XXIe siècle aux éditions du Détour. On parlera avec elle de la réforme en cours, discutée actuellement au Parlement. Vous avez une question pour elle ? Alors oui, ça me touche là non plus comme historien des médias, mais comme collègue de cette professeure. Alors je crois qu'elle est contre le principe de la sélection. Moi je veux bien l'admettre, mais on a des problèmes énormes. Moi je sais que j'ai des TD de première année avec 90 étudiants. TD, travaux dirigés. Travaux dirigés, pardon. J'ai 90 élèves, 90 étudiants, alors que c'est limité théoriquement à 45. Donc face à cette misère de l'université, cette incapacité que nous avons à accueillir les étudiants dans de bonnes conditions, comment on fait si on ne les sélectionne pas? Qu'est-ce qu'elle propose comme autre modèle? Je transmettrai la question, merci beaucoup. Je vous en prie.